Mike O'Donnell parade sur le parquet, quintessence de l'arrogance adolescente, alignant les paniers comme s'il était la divinité incarnée de ce sport. Il est l'idole vénérée, le souverain incontesté de ce royaume de Pecno, et il jubile sans la moindre vergogne de ce statut. Son, coach, un grognon patenté du nom de Murphy, s'avance vers lui pour l'intimer de calmer son ego surdimensionné avant la rencontre capitale. Un dénicheur de talent doit pointer le bout de son nez ce soir, transformant une bourse universitaire complète en un putain de passe-droit en or pour notre soi-disant héros. Le coach décrète alors que c'est le timing parfait pour une photo de groupe illustrant son sens carrément discutable des priorités. Mike, dans une démonstration de leadership faussement magnanime, exige qu'on attende Ned Gold, le nerd de service, et l'arban glorifié de l'équipe. Le reste de l'effectif affiche sans phare son mépris pour Ned, le considérant comme un authentique pestiférie. Mais Mike fait taire leur sarcasme, décrétant avec une solennité feinte que Ned est un membre à part entière de l'équipe. Ned fait alors son apparition, se traînant dans une dégaine de magicien grotesque qui feurt bon la convention de fantaisie fauchée. Sans la moindre surprise, il s'en mêle les pinceaux dans sa toge ridicule, provoquant un concert de ricanement de la part des abrutis finis de l'équipe. Mike reste impassible, refusant de se joindre à la curée car il tient authentiquement à ce geek paumé. Ils se regroupent pour la photo, une mise en scène d'unité factice à quelques encablures d'une catastrophe programmée. À l'instant même où le flash crépite, une des brutes de service administre un wedgie particulièrement violent au pauvre Ned. Le cliché final immortalise Ned en plein supplice aérien, un mémorial impeccable de la cruauté désinvolte propre à l'adolescence. Le match débute et le gymnase baigne dans une ambiance survoltée. Les cheerleaders déroulent leurs routines usées jusqu'à la corde et Mike, cet insupportable coq, s'immisce dans leur numéro pour une gloriole facile. Il se vautre dans l'adulation imbécile du public comme si elle lui était due de naissance. Tandis qu'il s'échauffe pour le match, il repère sa copine, Scarlett, installée dans les gradins. Elle lui adresse un signe de la main, mais son visage trahit une angoisse qui ne trompe pas. Il pique un sprint pour l'enlacer, exécutant son mouvement de tir emblématique rien que pour elle. Il est d'une évidence douloureuse qu'elle ploie sous un fardeau monumental. Il la somme de cracher le morceau, mais elle tente pathétiquement de minimiser la situation d'un geste. Mike ne gobe pas son baratin et exige de savoir ce qui la ronge véritablement. Elle finit par lâcher le morceau et la nouvelle le percute avec la violence d'un train de marchandises. Il paraît absolument foudroyé, ses fonctions cérébrales en arrêt complet au beau milieu du terrain. Le coup de sifflet initial retentit, mais l'esprit de Mike est déjà en train de sombrer dans son propre putain de bourbier. Il reste planté là, portrait de l'inertie, dribblant machinalement tout en se noyant dans sa propre tourmente. Ses coéquipiers, son entraîneur et l'intégralité des spectateurs le fixent comme s'il venait de faire une crise de nerfs. Il observe alors Scarlett, incarnation du chagrin, se tirer putain de ce gymnase. À cet instant précis, il accomplit l'acte le plus radical de son existence. Il balance le ballon de basket à l'aveugle par-dessus son épaule, un geste grandiose de je m'en foutisme absolu. Le gymnase tout entier suspend sa respiration et l'on peut quasiment entendre le carnet du recruteur se refermer sur son avenir avec un bruit sec. Mike se rue à la poursuite de Scarlett en voyant balader tout son avenir sur ce parquet fraîchement ciré. Il la rattrape et lui jure qu'il sera là pour elle. Elle, incarnant la voix de la raison, tente de le raisonner, lui rappelant le futur brillant qu'il est en train de bousiller royalement. Mais il la coupe sèchement, martelant que leur enfant à naître constitue désormais la totalité de son avenir. C'est une déclaration supposément noble de la part d'un crétin fini qui n'a pas la moindre idée de l'ampleur du sacrifice qui s'annonce. Elle essaie de se soustraire à son étreinte, mais il l'embrasse, scellant ainsi le débat sur sa décision. Le récit bascule jusqu'à nos jours, où il se réveille en homme d'âge mûr, usé par la vie. Quel revers de fortune cruel de passer du statut d'idole des jeunes à celui de cliché ambulant de la crise de la quarantaine. Il crèche dans le manoir outrageusement luxueux de son meilleur ami Ned. Ned, le geek de fantasy jadis tourné en ridicule, est désormais un mania du logiciel assez blindé pour tous vous envoyer paître. Il demeure un individu étrange et socialement inadapté, arborant des oreilles de Vulcain, mais sa fortune colossale excuse son excentricité. Devant leur petit déjeuner, ils autopsient l'épave fumante qui est devenue l'existence de Mike. Scarlett, son épouse dont il est désormais séparé, et une femme poussée à sa putain de limite, l'a foutue à la porte sans la moindre cérémonie. Sa propre descendance juge sa présence si nocive qu'elle refuse de partager le même air que lui. L'unique lueur d'espoir dans sa vie merdique est une potentielle promotion au boulot, une perspective à laquelle il se raccroche avec un désespoir pathétique. Mike se pointe à son poste déprimant dans cet enfer bureaucratique connu sous le nom de Wyatt Pharmaceuticals. Il est assis dans une salle de réunion avec ses homologues féminines, tout en lice pour la même promotion. Le patron, un enfoiré obséquieux du nom de Dean, déblatère sur un nouveau produit pharmaceutique provoquant des érections de 4 heures. Ceci constitue le pinacle de la carrière de Mike, obligé de gober des conneries abyssales sur des pilules atriques.
Dean aborde enfin la question de la promotion et la tension dans la pièce devient une force palpable qui vous contracte les sphincters. Avec un sourire narquois à vomir, Dean annonce que la promotion revient à une nouvelle recrue, plus jeune et plus attrayante. Les femmes exultent tandis que Mike reste assis, complètement et irrémédiablement baisé. Il a gâché 16 putains d'années de son existence dans ce trou à rats d'entreprise. La femme qui a obtenu la promotion y travaillait depuis infiniment moins longtemps que lui. Une fois la salle vidée, Mike confronte son connard de supérieur. Dean lui signifie avec dédain de prendre un appel, une manœuvre de pouvoir classique de la part d'une authentique ordure. Mike finit par péter un câble, arrachant l'oreillette Bluetooth de l'oreille de Dean et la fracassant contre le mur. C'est une explosion de rébellion pure et cathartique qui a dû être absolument jouissive. Alors qu'il se traîne dehors avec son misérable carton d'affaires, ses anciens collègues le traitent avec une indifférence glaciale. Qu'il se soit fait lourder ou qu'il ait claqué la porte reste flou, mais honnêtement, la nuance est putain de totalement anecdotique. Complètement dévasté, il conduit jusqu'à son ancien lycée, bien décidé à mariner dans la saumure amère de son propre fiasco. Il se plante sur le terrain de basket désert, se vautrant dans les souvenirs pitoyables d'une vie qu'il a si magistralement foirée. Il contemple dans la vitrine à trophées sa photo d'équipe de 1989, un monument torturant à la gloire du bordel qu'il a lui-même semé. Soudain, un vieux et énigmatique concierge se matérialise à ses côtés. Le concierge le reconnaît sur le champ, le qualifiant de loser du lycée qui a connu son heure de gloire bien trop tôt. Et se lance dans un monologue d'une lucidité brutale sur les pauvres types comme Mike, désespérément englués dans le passé. Mike admet préférer le passé car son existence actuelle n'est qu'un spectacle de merde de bout en bout. Le concierge lui demande s'il aimerait une seconde chance d'avoir à nouveau 17 ans. Mike, empêtré dans sa propre sensiblerie de merde, accepte la proposition avec une pointe de nostalgie. Le concierge esquisse un sourire entendu et sibyllin qui aurait dû déclencher toutes les alarmes. À cet instant précis, sa fille Maggie débarque avec ses amis, interrompant leur conversation. Quand Mike se retourne, il constate que le mystérieux concierge s'est volatilisé. Il annonce à Maggie qu'il est là pour l'emmener, elle et son frère Alex, manger une glace. Il ne manifeste pas le moindre putain d'enthousiasme pour cette sortie, mais il les force plus ou moins à grimper dans la voiture. L'excursion glacée qui s'ensuit est une démonstration catastrophique de silence pesant. Maggie feinte d'écouter son baladeur, mais ses écouteurs sont visiblement débranchés. Alex est complètement absorbé par sa console portable, remarquant à peine la présence de son père. Mike essaye d'aborder le sujet des sélections de basket avec Alex, mais n'obtient que des réponses laconiques et détachées. Pour détourner la conversation, Alex annonce que Maggie a été acceptée à Georgetown. Mike tente de la féliciter, mais elle l'ignore comme s'il était un meuble. Il raccompagne les gamins ingrats à la résidence de leur mère. Ils entrent sans même un putain de revoir, le laissant mariner dans sa solitude au volant. Il aperçoit alors Scarlett dans le jardin, en train de passer ses affaires personnelles dans un broyeur de branches. Leur procédure de divorce n'est même pas putain de finalisée, qu'elle est déjà en train de pulvériser symboliquement leur histoire commune. Elle est légitimement furieuse après des années de jérémiade sur la vie meilleure qu'il aurait pu avoir. Il continue de se plaindre de sa profonde déception, la toute dernière chose que cette femme admirable a besoin d'entendre. Elle lui balance rageusement qu'ils sont enfin libérés de l'encre que représentait leur relation ratée. L'arrivée de l'amie de Scarlett, Naomi, ne fait qu'exacerber la tension entre eux. Mike et Naomi se vouent une haine mutuelle qui brûle avec l'intensité d'une supernova. Naomi commence immédiatement à foutre le bordel, poussant Scarlett, une femme fragilisée, à replonger dans l'univers chaotique des rancors. Scarlett adresse un dernier adieu à Mike et retourne à l'intérieur de sa maison. Alors que Mike s'éloigne totalement anéanti, les cieux s'ouvrent et déversent une pluie battante parce que l'univers adore les clichés pathétiques. Il traverse un pont en voiture quand sa radio se met soudain à grésiller furieusement. Il aperçoit alors une silhouette juchée sur le parapet du pont, semblant prête à piquer une putain de tête dans le vide. Il pile net et hurle à la silhouette de s'arrêter. La silhouette pivote, se révélant être ce putain de concierge énigmatique du lycée. Le concierge arbore un autre de ses sourires flippants juste au moment où un énorme camion passe en trombe. Après le passage du camion, il constate que le concierge n'est plus sur le parapet. Mike se précipite au bord et plonge son regard dans la rivière en contrebas. Il est horrifié de voir un vortex bouillonnant dans l'eau, d'où l'apparition de son jeune alter ego tend une main. Dans un moment de pure dinguerie surnaturelle, il perd l'équilibre et bascule de façon spectaculaire dans le cours d'eau. Un temps indéterminé plus tard, il hisse sa carcasse pathétique et trempée jusqu'au seuil du manoir de Ned. Il se glisse sous la douche pour se débarrasser de l'eau de la rivière et de la fange. Il aperçoit son reflet dans le miroir et pousse un hurlement du genre « Putain de bordel de merde !» Il n'est plus un quadragénaire fatigué, il a été miraculeusement ramené à sa gloire passée de beau gosse. Ned est tiré de son sommeil par le cri et saute instantanément à la conclusion la plus complètement insensée. Dans la salle de bain, Mike contemple son visage de 17 ans avec une incrédulité totale du genre « C'est quoi ce délire ?» Ned déboule dans la pièce, absurdement affublé d'un casque spartiate et brandissant une formidable hache de guerre.
En voyant un jeune inconnu chez lui, il perd complètement les pédales, lançant une charge frénétique digne d'un paranoïaque. Une poursuite chaotique s'ensuit, durant laquelle Mike tente de convaincre Ned de sa véritable identité. Dans sa panique, Ned est incapable de traiter l'information que Mike essaye de lui faire comprendre. Sans de sa jeunesse et de son agilité retrouvée, Mike parvient à se défendre contre son ami en pleine crise de panique. La confrontation dégénère inexplicablement en un duel au sabre laser, avec des armes imaginaires et lumineuses. Mike commence à partager des souvenirs personnels et spécifiques de leur passé pour prouver qui il est. Ned commence à le croire mais le frappe tout de même, l'envoyant au tapis. Alors qu'il lève un cadre pour frapper à nouveau Mike, il aperçoit la photographie à l'intérieur. C'est un cliché de lui et Mike lors de leur remise de diplôme en 1989. Le choc cognitif le frappe de plein fouet et il laisse le cadre lui glisser des mains en état de pure sidération. Le cadre tombe et heurte Mike à la tête, lassement net. Après le réveil de Mike, ils peinent tous les deux à rationaliser les événements complètement délirants qui viennent de se produire. Ned, bon geek, épluche un catalogue de clichés de science-fiction pour expliquer la métamorphose de Mike. Il aboutit finalement à la conclusion ridicule d'un incident de transformation magique par un esprit guide. Mike en déduit que le mystérieux concierge doit être une sorte de guide spirituel. Toujours engoncé dans son vieux costume, qui flotte sur lui comme une tente, il se précipite vers le lycée Hayden. Il demande frénétiquement aux élèves s'ils savent où se trouve l'énigmatique concierge. Il tombe sur une femme de ménage qui lui affirme être la seule à travailler dans l'établissement. Après son départ, il aperçoit son fils, Alex, qui s'enfuit immédiatement loin de lui. Et remarque des lumières vacillantes et une traînée humide sur le sol menant à une porte. Il suit la piste d'eau et trouve une serpillière et un seau posés devant une salle vide. Il jette un œil à l'intérieur pour découvrir la vision sans équivoque de ce putain de terrain de basket. Se sentant investi d'une mission divine, il retourne en courant au manoir de Ned. Il proclame avoir déchiffré sa mission. Il doit réinscrire son pauvre cul au lycée. Ned diagnostique à juste titre un plan monumentalement débile, mais la détermination de Mike est sans faille. Ned, dans un bref éclair de lucidité, refuse de prendre part à ce projet spectaculairement à la con. Plus tard, Ned présente Mike à la directrice sous le pseudonyme de Mark. Mike est sapé comme un connard fini, arborant un style qu'il imagine tendance, mais qui n'est en réalité que pathétique. Il ignore superbement qu'imiter le style d'un membre de boys band raté constitue une erreur de jugement catastrophique. En chemin vers le bureau de la directrice, Mike bouscule Stan, la brute de l'école. Dès que Ned pose les yeux sur Jen, il est instantanément sous son charme. Grâce au mensonge magistralement orchestré par Ned, Mark est officiellement admis au lycée Hayden. Ned tente maladroitement de flirter avec la directrice et Mike doit l'extirper de là de force. En arpentant les couloirs, Mike devient une cible immédiate de moquerie à cause de ses choix vestimentaires merdiques. Reconnaissant que son ami a l'air d'un bouffon, Ned orchestre un relooking plus que nécessaire. Le lendemain, Mike débarque au lycée dans une voiture de sport onéreuse pour donner une impression d'opulence. Il porte de nouveaux vêtements stylés et son apparence capte l'attention des autres élèves. Au moment où il met un pied dans le couloir, la sonnerie retentit et un raz-de-marée humain déferle. Il est bousculé par une marée d'élèves qui n'en ont absolument rien à carrer du nouveau. En plein cours, il reçoit un appel paniqué de Scarlett, lui rappelant qu'il est en retard pour leur putain d'audience de divorce. Et tente de bricoler un alibi prétendant pathétiquement être à l'étranger pour un voyage d'affaires bidon. Sa super chérie débile est instantanément ruinée par le bruit de l'équipe de cheerleaders qui s'entraîne juste derrière lui. Une pom-pom girl lui propose alors un rencard et Scarlett l'entend au téléphone. L'avocat de Scarlett se sert de l'incident pour plaider qu'elle devrait obtenir la garde exclusive des enfants. Mike commence à contre-argumenter, mais se tait net quand il voit sa fille, Maggie, entrer dans la salle d'audience. Il feinte effrontément une proximité avec ses enfants qu'il n'a pas et obtient on ne sait comment un ajournement de l'audience. Il fait un petit signe de la main à Maggie, un geste qui doit lui paraître profondément et putain de bizarre. Plus tard, pendant le cours de sport, Mike découvre qu'il est toujours un basketteur hors pair. Il joue si bien qu'il attire immédiatement l'attention du coach Murphy. Le coach, un facile manifestement rescapé des 2 dernières décennies, lui ordonne sur le champ de ramener son cul aux prochaines sélections. Mike appelle Ned depuis une cabine de toilette pour l'informer qu'il a repris le basket. Après avoir raccroché, il trouve son fils, Alex, scotché à une cuvette de chiottes. Il est légitimement furieux et exige de connaître l'identité des enfoirés qui ont perpétré cet acte humiliant. Alex avoue misérablement que les coupables sont les connards de l'équipe de basket du lycée. Mike est absolument horrifié de découvrir que son propre fils est le souffre-douleur officiel de l'école. Il se présente comme Mark Gold, inventant une histoire à la con selon laquelle il serait le fils de Ned, faisant de eux une sorte de coparents. Il commence à retirer le ruban adhésif ultra résistant, ce qui est clairement douloureux pour son fils. Ils se rendent à la cafétéria pour déjeuner et Mike dit à Alex qu'il doit faire équipe. Il observe Alex contempler Nicole, la capitaine des cheerleaders, avec une expression de pure et pathétique adoration. À cet instant, Stan et sa clique de tête de nœud de basketteurs font leur rentrée dans la cafétéria avec une arrogance injustifiée.
Ils se comportent comme si l'école entière leur appartenait, bousculant les autres élèves et pillant leur nourriture sans vergogne. Mike est révulsé d'apprendre que ce connard de dégénéré, Stan, est aussi le partenaire amoureux de sa fille, Maggie. La vision de leur étreinte lui donne une putain d'envie de gerber. Stan s'approche de leur table et commence à emmerder Alex sans la moindre putain de raison. Mike intervient enfin, bloquant les agressions de ce petit caïd sans valeur envers son fils. Il humilie ensuite méthodiquement Stan par une salve verbale devant tout le corps étudiant. Il le dépeint comme un lâche pathétique et un abruti fini, tout en dribblant sans effort avec le propre ballon de Stan. Toute la cafétéria explose en acclamations, élevant instantanément Mark au statut de putain de légende du bahut. Des retours dans la maison absurdement grande de Ned, Mike s'empiffe de cochonneries en se lamentant sur l'état de sa famille. Il n'arrive pas à comprendre comment son fils est devenu un souffre-douleur et sa fille a fini avec un connard de prédateur. Il a la grande révélation que son prétendu chemin spirituel consiste à sauver les vies putain de désastreuses de ses enfants. Il se rend chez Scarlett et trouve Alex dans le jardin en train de s'entraîner au basket. Il est surpris de constater qu'Alex est en fait plutôt doué à ce jeu. Il décrète que faire entrer Alex dans l'équipe est un élément crucial de sa mission moralisatrice. À ce moment précis, Scarlett et son amie toxique Naomi débarquent en voiture. Alex présente Mike avec le charmant sobriquet Mark, le bâtard de Ned, ce qui est une introduction absolument parfaite. Une Scarlett légèrement pompette est visiblement frappée par la ressemblance troublante de Mark avec son connard de mari. Elle envahit son espace personnel pour lui pincer les joues, remarquant la similitude proprement ahurissante. Naomi, toujours la harpie de service, l'éloigne tout en lui conseillant de se trouver un plan cul pour plus tard tourner la page sur Mike. Mike, sous le prétexte d'un accident, fait rebondir un ballon de basket directement sur le visage de Naomi avec une précision chirurgicale. Il délivre ensuite une leçon à peine voilée, la réprimandant d'encourager une femme encore mariée à se comporter de manière irresponsable. Le lendemain, à l'école, il entre dans une salle de classe pour surprendre Stan et Maggie en pleine séance de pélotage publique et révoltante. Il les sépare calmement et s'assoit entre eux. Le cours porte sur l'abstinence, un sujet que Mike défend avec la ferveur d'un véritable croisé. Il se lance dans un serment enflammé prônant la chasteté universelle parmi ses pairs abolissants. Ses camarades de classe réagissent avec un mélange d'amusement et de perplexité. L'enseignante pragmatique comprend que ces adolescents bourrés d'hormones sont incapables d'une telle retenue. Pour promouvoir le sexe sans visque, la prof fait passer une boîte de préservatifs, ce qui met visiblement Mike mal à l'aise. Stan, toujours un parangon de classe, en empoche goulûment une pleine poignée pour son usage personnel. Mike déclare avec suffisance son exemption, proclamant qu'il n'aura de relations sexuelles qu'avec la femme qu'il aime vraiment. Il se perd dans sa propre diatribe, pontifiant que l'intimité est exclusivement réservée aux couples mariés cherchant à procréer. Pendant un instant, il oublie son déguisement d'adolescent et s'extasie sur la félicité profonde de la paternité. Les étudiantes semblent touchées par son discours et commencent à rendre les préservatifs. Stan se saisit d'encore plus de capotes avant de presser violemment ses lèvres sur celles de Maggie dans un baiser répugnant. Cette agression publique est la provocation de trop pour Mike, qui explose dans un accès de juste fureur. Il se jette sur Stan, déclenchant une bagarre chaotique en plein cours d'éducation sexuelle. Mike se fait complètement refaire le portrait et tout le spectacle humiliant est filmé par une marée de téléphones portables. Un Mike totalement mortifié est traîné au bureau de la directrice accompagné de son père fictif Ned. Ned fait son entrée vêtu de ce qu'il croit à tort être une tenue de séducteur, prêt à charmer la directrice Jane. Ces tentatives de séduction bizarres échouent lamentablement, laissant Jane complètement de marbre. Plus tard, Mike se rend chez Scarlett et la trouve en train de se préparer à jardiner. Elle lui montre le jardin et lui explique ses projets pour l'améliorer. Il dérape et l'appelle par son surnom intime Scar, manquant de faire sauter toute sa putain de couverture. Il propose précipitamment son aide pour le jardinage dans une tentative maladroite de rattraper son erreur. Un montage montre Mike tentant de concilier tous les aspects de sa nouvelle vie. Il jongle entre l'entraînement d'Alex au basket, l'aide à la merveilleuse Scarlett dans son jardin et le sabotage systématique du prédateur Stan. Simultanément, Ned persiste dans sa campagne plus que gênante pour s'attirer les faveurs de la directrice Jane. Après les sélections de basket, Mike et Alex intègrent l'équipe. Scarlett est absolument ravie quand elle apprend que son fils a été sélectionné. Elle lui montre fièrement le jardin terminé, sur lequel ils ont travaillé ensemble. Mike ne tarit pas d'éloges sur son travail, suggérant qu'elle a assez de talent pour lancer une entreprise de paysagisme. Elle est clairement flattée par ses paroles, mais lâche alors une bombe. Elle a un putain de rencard ce soir-là. Il la regarde dans le miroir pendant qu'elle s'entraîne à danser. Il lui demande de lui apprendre à danser et ils partagent un moment d'intense complicité. Il lui demande si elle croit qu'une réconciliation avec son connard de mari est ne serait-ce qu'une lointaine possibilité.
Elle exprime avec une certitude absolue que leur mariage a atteint sa putain de conclusion définitive et irrévocable. Alex entre et les interrompt, visiblement perplexe de voir sa mère danser avec un autre lycéen. Alex annonce l'arrivée du cavalier de sa mère, révélant qu'il n'est autre que Dean, l'ancienne ordure de patron de Mike. Mike est positivement incandescent de rage et tente de dissuader Scarlett de ce rendez-vous, mais elle reste inflexible. Juste au moment où elle part avec ce dégénéré de connard, Stan arrive pour récupérer Maggie pour une fête. Voyant toute sa famille se diriger vers des désastres distincts, Mike réquisitionne Alex et se lance à leur poursuite. La fête se déroule dans un bowling local. Alex est nerveux dans ce contexte social, alors Mike lui rappelle que faire partie de l'équipe de basket lui confère une nouvelle assurance. Quand ils aperçoivent Nicole, le premier réflexe d'Alex est de vouloir se barrer. Mike l'intercepte, insistant sur le fait qu'il n'est plus en paria social et le poussant à enfin prendre son courage à deux mains et à l'aborder. Alors qu'il cherche Maggie, 3 de ses amis approchent Mike et le draguent ouvertement. Il les fait asseoir et leur livre un sermon paternel qui échoue complètement à pénétrer leur crâne d'adolescente. Ils se retirent, marmonnant que leur comportement mal avisé est le fardeau d'un autre pauvre con. Alex discute maladroitement avec Nicole, s'approche trop près d'une bougie et met accidentellement le feu à son pantalon. Mike finit par localiser Maggie et exige de savoir quel TIP elle peut bien trouver à une ordure comme Stan. Elle l'informe sans ciller de leur plan pathétique post-diplôme de cohabiter pendant que Stan occupera un boulot de merde dans un magasin de bricolage. Mike interdit catégoriquement cet avenir sombre et merdique pour sa fille, un décret qui ne fait que l'exaspérer. Pendant le match de basket suivant, Stan est préoccupé par une autre fille, n'en ayant strictement rien à foutre de l'action sur le terrain. Alors que le sort du match est en jeu, Mike doit faire un choix, passer au bon arien de Stan démarqué ou à Alex lourdement surveillé. Il passe le ballon à Alex qui réussit un tir difficile pour remporter la victoire. Tandis que Stan fulmine, Alex est célébré pour la victoire et a l'occasion de discuter avec Nicole. Après le match, Stan largue Maggie sans ménagement pour avoir refusé ses exigences dégoûtantes. Mike trouve sa fille en larmes et la réconforte, se sentant soulagée qu'elle ait rompu avec Stan. Elle interprète grossièrement sa consolation paternelle et tente de l'embrasser, une avance qu'il esquive avec brio. Pour maintenir sa couverture, Mike annonce spontanément une grande fête chez lui qui est en réalité la maison de Ned. À la fête, Alex et Nicole passent du temps ensemble et le courant passe bien. Pendant ce temps, Ned et la directrice Jane sont à leur propre rendez-vous, conversant en langue elfique fictive parce que ce sont des geeks monumentaux. Onsten Evers s'encruste à la fête et tente de présenter des excuses pathétiques à Maggie, qui lui dit à juste titre d'aller se faire foutre. Stan lui lance une insulte, incitant Mike à décocher un coup de poing, à rater complètement sa cible et à se faire mettre putain de KO pour sa peine. Il se réveille et trouve Maggie en train de lui caresser les cheveux dans une autre avance dérangeante. Il se retire avec Jen et elle s'en va après qu'il a inventé l'histoire d'avoir une petite amie. Scarlett arrive à la recherche de ses enfants et Mike lui montre où Alex et Nicole s'embrassent. Elle est si profondément reconnaissante envers Mark pour son influence positive qu'elle en devient toute larmoyante. Emporté par l'émotion du moment, Mike embrasse Scarlett. Sa réponse justifiée est une gifle d'une vélocité si féroce que c'est un miracle si sa putain de tête reste attachée à son cou. Il la poursuit, hurlant la confession complètement insensée qu'il n'est pas Mark mais bien son mari. Cette révélation stupéfiante ne sert qu'à intensifier sa juste fureur du genre « c'est quoi ce bordel ?» et elle s'en va en le traitant de cinglé. Maggie s'approche alors, le traite de pervers et lui administre sa propre bonne grosse baffe bien méritée. Ses amis forment alors une file d'attente, chacune se relayant pour lui foutre une claque pour leur propre satisfaction. Jane dit à Ned que cette situation est la raison pour laquelle elle ne sort pas avec les parents et met fin à leur relation. Le lendemain matin arrive l'audience de divorce reportée et Mike est une épave émotionnelle complète. Ned entre dans la salle d'audience en se faisant passer pour son avocat, ce qui a pour résultat que les huissiers les expulsent tous les deux. Avant d'être physiquement éjecté, Mike hurle qu'il doit lire une lettre prétendument écrite par son alter ego plus âgé. Scarlett devient curieuse et convainc le juge de l'autoriser à lire la lettre. Il livre un monologue brut et poignant, s'excusant enfin d'avoir été un mari merdique et un raté et de l'avoir injustement blâmé pour ses propres échecs. Il lui dit qu'il l'aime toujours et veut rester marié, mais affirme qu'il respectera sa décision si elle veut le quitter. Il quitte la salle d'audience, laissant le papier vierge qui tenait sur la table. Scarlett demande au juge un autre ajournement, puis ramasse le papier qu'il a laissé derrière lui. Elle découvre que le papier est vierge à l'exception de quelques notes manuscrites et l'impossible putain de vérité se cristallise enfin dans son esprit. Plus tard, en feuilletant son vieil album de lycée, elle contemple la photo de Mike de 1989 et toutes les putains de pièces du puzzle s'emboîtent. Le jour du match de championnat arrive et toute la situation a un air de déjà-vu nauséabond de 1989. Le même dénicheur de talent est dans le public et le coach Murphy compte sur Mike pour décrocher une bourse.
Juste avant le début du match, Scarlett et Maggie arrivent. Ned retrouve la directrice Jane et ils se réconcilient par une démonstration mutuelle de leur profonde geekitude. Alors que le match commence, Mike lève les yeux et voit Scarlett dans les gradins. Il exécute pour elle le même geste de tir spécial qu'il y a 20 ans. Scarlett, comprenant maintenant pleinement la situation complètement dingue, se lève et commence à sortir du gymnase. Elle lui présente un test, une occasion délibérée de faire le bon putain de choix cette fois-ci. Mike la voit partir et c'est exactement ce qu'il lui reste à faire. Il passe le ballon à son fils Alex et se casse putain de direct du terrain à la poursuite de sa femme. Alors qu'il quitte le terrain en courant, le mystérieux concierge observe et sourit, sa mission désormais accomplie. La vision de Mike se déforme et avec un éclair de lumière aveuglant, il retrouve sa forme correcte, plus âgé et plus merdique. Il franchit les portes du gymnase, redevenu un homme d'âge mûr, et retrouve sa femme Scarlett. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il l'a choisie, cette fois en pleine connaissance de cause et sans le moindre putain de regret. Elle lui pardonne complètement et il se réconcilie avec un baiser passionné. À l'intérieur du gymnase, Alex mène l'équipe à la victoire, s'imposant comme un joueur talentueux à part entière. Alors que Mike et Scarlett partent ensemble, on lui offre le poste d'entraîneur principal de l'équipe de basket du lycée. C'est une conclusion atracement sentimentale, mais au moins ce connard a finalement réussi à réparer sa vie auto-sabotée.